Bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo de préparation au concours de l'IFOD. Là, on va corriger le sujet de statistiques et probabilités de 2021. D'accord, donc on est euh, sur le concours du 25 au 26 mai 2021 que voici. Sur le sujet de statistiques et de probabilités qui a une durée de 4 heures. Donc la première remarque qu'il faut faire sur le sujet, c'est que c'est un sujet qui a 7 exercices. D'accord, 7 exercices. Et les exercices les plus importants sont l'exercice 3, l'exercice 5 et l'exercice 7. Ce sont des exercices qui ont le plus grand nombre de points. Néanmoins, nous allons traiter tout le sujet. Nous allons faire tous les exercices, les uns après les autres. On va donc commencer par l'exercice 1. D'accord. Exercice 1. Exercice 1. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit une maladie M affecte une personne sur 1000. Donc, dans la population, on a notre population comme ça, P. On a la sous-population de ceux qui ont la maladie, ceux qui sont affectés par la maladie M. On dit que c'est une proportion de une personne pour 1000, donc 0,001. On a 0,001% de chance qu'une personne soit atteinte de la maladie. Donc maintenant, euh, on a donc l'autre sous-population, c'est-à-dire la population saine. C'est ceux qui ne sont pas atteints de la maladie, donc eux, ils représentent 0,999. Donc c'est 1 moins 1 pour 1000, tout simplement. Ensuite, on dit, on dispose d'un test sanguin qui détecte la maladie M avec une fiabilité de 99% lorsque cette maladie est effectivement présente. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'un individu est malade, on est dans ce cas, lorsqu'un individu est malade, le test, on va dire T+, le test est positif à 99%. Donc on a 0,99% de chance que le test soit positif chez un individu malade et 0,01 une chance, donc 1% de chance que le test soit négatif, tout simplement. Pareillement, dans la population saine, qu'est-ce qu'ils ont dit dans l'énoncé? Ils disent, cependant, on obtient aussi des résultats faussement positifs pour 0,2% des personnes saines testées. Donc, pour les personnes saines testées, on obtient un test positif pour 0,2%. Donc, 2 pour 1000. Si vous voulez, on peut écrire 0,002. C'est ça, 0,2%. Et le test est naturellement négatif. Le test sera naturellement négatif pour 0,998. Très bien. Donc voilà donc notre problème formalisé sous forme de schéma. Et la question qu'on demande c'est quelle est la probabilité qu'une personne soit réellement malade lorsque son test est positif. Donc il s'agit ici de calculer la probabilité qu'une personne soit malade réellement lorsque son test est positif. Donc, sachant que son test est positif, donc c'est-à-dire quelles sont les chances que pour un individu sur lequel le test est positif, quelles sont les chances qu'il soit réellement malade. Donc, pour répondre à cette question, nous allons tout simplement utiliser la formule de Bayes, mais on ne va pas la plaquer, on va l'expliquer simplement. On sait que bon, cette probabilité, ça se note encore P de M sachant T, plus. On peut mettre T plus en indice comme ça. D'accord. On peut mettre T plus en indice. Donc, ça, c'est la même écriture. Ça, c'est la probabilité qu'il soit malade, sachant que le test est positif. C'est la même chose ici. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Nous savons que d'après la formule de probabilité conditionnelle, P de M sachant T plus est égal à quoi? Est égal à P de M inter T plus. D'accord? Sur P de T plus. Tout simplement. Sur P de T plus, c'est égal, si on utilise encore les formules de probabilité conditionnelle, c'est égal à P de M qui est connu fois
P de T plus, sachant M, le tout divisé par P de T plus, peut-être que le test soit positif. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous connaissons la valeur de P de T plus sachant M, d'accord? Nous connaissons la valeur de P de M. Cette valeur, c'est 0,001. Nous connaissons la valeur de la probabilité que le test soit positif, sachant que l'individu est malade. C'est 0,99, n'est-ce pas? Maintenant, ce qu'il nous manque à calculer, c'est P de T plus. P de T plus est égal à quoi? Très bien. Donc, pour calculer P de T plus, on va écrire que T plus est égal à T plus inter la population. D'accord? C'est-à-dire que euh, l'événement, le test est positif, revient à dire que le test est positif dans la population. Or, la population peut être segmentée en deux sous-populations. On aura donc T plus inter M union M bar. D'accord? Donc, la population est constituée des personnes saines et des personnes malades. Donc, on peut voir que c'est encore égal à T plus inter M union T plus inter M bar. Si on utilise la distributivité de l'intersection par rapport à l'union. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que P de T plus qu'on cherche est égal à la probabilité de l'intersection là, donc de T plus inter M union T plus inter M bar. D'accord? C'est égal à cette probabilité. Et on sait que les événements T plus inter M et T plus inter M bar sont indépendants. Donc, c'est encore égal à P de T plus inter M plus P de T plus inter M bar. Pourquoi? Parce qu'un individu ne peut pas être à la fois malade et sain. C'est pourquoi les deux événements sont indépendants. Donc, si on utilise encore les formules de probabilité totale, on va voir que ceci est égal à P de M fois P de T plus, sachant M, plus P de M bar fois P de T plus, sachant M bar. D'accord? Donc, notre formule finale va donner quoi? Ça va donner P de T plus, P de M, sachant T plus, est égal à P de M fois P de T plus, sachant M, le tout divisé par quoi? Par P de T plus qui est égal à P de M fois P de T plus, sachant M, plus P de M bar fois P de T plus, sachant M bar. Tout simplement. Donc, si on fait l'application numérique, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir que la probabilité qu'on cherche, P de M sachant T plus, n'est-ce pas, est égale à P de M, c'est 0,001 multiplié par P de T plus sachant M, c'est 0,99. 0,99. Le tout divisé par 0,001 fois 0,99 plus P de M bar, c'est 0,999 fois 0,002. Voilà. Donc, vous pouvez faire l'application numérique et ça conclut le premier exercice. Donc, on passe à l'exercice 2. À l'exercice 2, on va aller juste à côté. Disons qu'on va segmenter notre feuille d'exercice en deux. D'accord, on va mettre un trait vertical pour séparer. Là. Ok.
Ok. Donc, on passe donc à l'exercice 2. Exercice 2, on va commencer par ici. Pardon, on va bien segmenter. Dans l'exercice 2, peu importe. Exercice 2, on va donc corriger l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, qu'est-ce qu'on dit? On dit que X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes qui suivent une loi normale. Alors, euh, pardon, on pose Z égale à X sur Y. On pose Z égale à X sur Y, n'est-ce pas? Z égale à X sur Y, cette variable aléatoire. On dit d'exprimer la densité de la loi de Z, appelée encore loi de Cauchy. Donc, on cherche la densité de Z. Donc, on va chercher F, Z de, ou bien GZ, comme on veut, de Z. On va chercher la densité de parité et on va comparer les positions de la densité de la loi de Cauchy qu'on va chercher avec la densité de la loi normale, santé réduite. Donc, c'est simple. Qu'est-ce qu'il fallait remarquer? Euh, il fallait remarquer que d'après le théorème de Lebesgue, si vous prenez une fonction mesurable et bornée, si vous prenez une fonction g, une fonction mesurable ou encore intégrable, mesurable et intégrable, c'est la même chose. Intégrable et bornée. À quoi est égal à espérance mathématique de g de z? Rappelons que z, c'est la variable aléatoire x sur y, n'est-ce pas? C'est égal à l'espérance mathématique de g de z, ça va faire g de x sur y, d'accord? Et si on se rappelle des propriétés des lois conjointes, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire l'intégrale sur r carré, n'est-ce pas? De la fonction conjointe. La fonction conjointe, non, pas avant de mettre la fonction conjointe, de g de x sur y multiplié par la fonction de la loi conjointe de x et de y en x, y, dx, dy. D'accord? Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que x et y sont IID, sont indépendants et identiquement distribués dans de même loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi conjointe xy de xy est égale au produit des densités fx de x fois fy de y. D'accord? D'où on va donc voir que, appelons cette intégrale i, d'où on va remarquer que euh, i, notre intégrale i là, est égale à l'intégrale sur r carré de g de x sur y fois fx de x, fy de y, dx, dy. Très bien. Maintenant, comme, euh, comme x et y suivent les lois normales santé réduite, à quoi est égal à fx de x? Fx de x est égal à 1 sur racine carrée de 2pi exponentielle de moins x carré sur 2. D'accord? Pareil pour fy de y est égal à 1 sur racine carrée de 2pi exponentielle de moins y carré sur 2.
Donc, qu'est-ce qu'on constate alors? Qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que notre, notre intégrale i là, notre intégrale i sera donc égale à quoi? Sera égale à, qu'on va remplacer l'intégrale, euh, bon, ce sont les intégrales doubles, hein, d'accord? Les intégrales doubles, ça va être égal à l'intégrale sur R fois l'intégrale encore sur R de g de x sur y. On va remplacer fx de x et fx de y, fy de y par leur valeur. En faisant le produit de ces deux éléments, on aura 1 sur 2 pi exponentielle de moins x carré sur 2 exponentielle de moins y carré sur 2 dx dy. D'accord? D'accord? Donc, à ce niveau, on peut écrire que c'est égal à l'intégrale sur R. Ici, on va séparer de l'intégrale sur R encore de g de z, non, g de z multiplié par, pardon, bon, g de x sur y, g de x sur y, exponentielle de moins x carré sur 2 dx, le tout fois exponentielle de moins y carré sur 2 dy sur 2 pi. D'accord? Alors ici, si on pose le changement de variable z égale à x sur y, ça veut dire que dz, pardon, dz sur, par rapport à dx, dz par rapport à dx égale à 1 sur y. Ça veut dire que dx est égal à y multiplié par dz. Y multiplié par dz. Et il faut savoir que puisque nous sommes dans R, puisque nous sommes dans R, alors y peut être positif ou y peut être négatif. D'accord? Et comme Z2, c'est le ratio de deux lois, le ratio de deux lois, il y aura des situations où Z2 est positif ou bien Z est négatif. Donc, pour pallier à cette difficulté, nous allons mettre la valeur absolue ici. Dx égale la valeur absolue de y dz. Donc, notre intégrale i sera donc égale à quoi? Intégrale sur R de l'intégrale sur R de g de z multiplié par exponentielle de moins z carré y carré sur 2 fois valable sur de y dz. D'accord? Pourquoi? Parce que ici, on a remplacé le x là. X est égal à y fois z d'après le changement de variable. Et dx est aussi égal à valable sur de y fois dz. C'est la raison pour laquelle on a cette écriture ici. Le tout multiplié par exponentielle de moins y carré sur 2 dy sur 2 pi. D'accord? Donc ici, on a bel et bien fait le changement de variable z égale à x sur y. Donc, si on applique le théorème de Fubini, on aura donc l'espérance mathématique de g de z est égale à l'intégrale sur R de g de z. D'accord, on fait sortir le g de z là. Le tout multiplié par l'intégrale sur R de, valable sur de y fois exponentielle
de moins y carré facteur de 1 plus z carré, le tout divisé par 2, maintenant multiplié par dy divisé par 2pi dz. Ça va donc être égal à l'intégrale sur r de g de z multiplié par 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini. D'accord? Pourquoi? Parce que cette intégrale, cette fonction de y est une fonction paire. Pardon, par parité, on aura 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de y exponentielle de moins 1 plus z carré fois y carré sur 2 fois dy sur 2pi. Tout ça, dz. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va donc trouver? On va donc trouver que c'est égal à l'intégrale. Cette intégrale-ci, on peut la calculer. N'est-ce pas? Ça ressemble, cette fonction-ci ressemble à u', fois exponentielle de u. C'est pas, on sait que la primitive de u' fois exponentielle de u, c'est exponentielle de u. Donc, il faut juste bien arranger. Donc, on peut dire que c'est égal à l'intégrale sur r de g de z multiplié par 2 fois intégrale de 0 à plus l'infini de... alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre 1 plus 1 divisé par 1 plus z au carré multiplié par 1 plus z au carré fois y exponentielle de moins 1 plus z au carré y carré sur 2 dy sur 2pi. D'accord? Et tout ça là, dz. Donc, pourquoi est-ce qu'on écrit ça? On a juste multiplié et divisé par 1 par 1 plus z au carré. Pourquoi? Parce que si vous remarquez bien, si vous prenez la fonction, quelle fonction? La fonction exponentielle de moins facteur de 1 plus z au carré fois y carré sur 2. Bah, si vous dérivez cette fonction par rapport à y, et cette fonction par rapport à y, vous allez trouver moins 2 y facteur de 1 plus z carré fois exponentielle de moins facteur de 1 plus z au carré y carré sur 2. Donc, vous voyez que pour reconstruire cette primitive, on est obligé de multiplier et diviser par 1 plus z carré. D'accord? Et donc, le 2 peut aussi entrer. Le 2 peut entrer. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que c'est égal à intégrale sur r de g de z tout multiplié par 2 sur 1 plus z au carré exponentielle de moins facteur de 1 plus z au carré fois y carré sur 2 y allant de 0 à plus l'infini
plus l'infini, tout ça fois dz. Parce que ça, c'est la primitive. Non, il y a un moins, pardon. Il y a un moins là, la primitive. Donc ça, c'est la primitive de, de cette intégrale-ci. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que ça donne intégrale sur R de G de Z. Ça, en plus l'infini, ceci donne 0. N'est-ce pas? Et à 0, ça va faire... attention, il n'y a pas le 2. Puisque quand le 2 là, le 2, lorsqu'on dérive, le 2 apparaît. Bon. Donc, il va rester IA sur 2pi. G de Z sur 2pi. Donc, G de Z sur 2pi multiplié par donc en plus infini c'est 0 et en 0 ça va faire 2 sur 1 plus z carré dz. Donc vous trouvez que ça donne l'intégrale sur R de G de Z multiplié par 1 sur pi facteur de 1 plus z au carré dz. On vient de montrer que espérance mathématique de G de Z est égale à ça. Alors qu'est-ce que ça nous dit, ce résultat? Ce résultat nous dit que pour G égale à la fonction identité, G égale à la fonction identité, qu'est-ce qu'on a? On a espérance mathématique de la variable Z est égale à intégrale sur R de Z multiplié par 1 sur pi, facteur de 1 plus Z au carré dz. Ceci veut dire que la fonction de densité de la variable Z en Z est égale à 1 sur pi, facteur de 1 plus Z au carré. Donc ça, c'est la loi de Cauchy. Voilà comment on fait pour trouver la loi de Cauchy. Et l'autre question, c'était à la question, oui, comparer les positions relatives de la loi de Cauchy et de la loi normale santé réduite. Donc pour comparer cette position, on revient sur les fonctions de densité. Ce qu'on fait, c'est quoi? On va appeler ça comparaison. L'autre volet de la question comparaison. On sait que la loi de Cauchy, on va noter ça F indice C de x a pour densité 1 sur pi de 1 plus x au carré. D'accord? Et la loi normale santé réduite, on note ça Fn de x est égal à 1 sur racine, 1 sur racine carrée de 2pi, n'est-ce pas? Exponentielle de moins x carré sur 2. Donc, pour comparer les deux, qu'est-ce que je fais? Je peux calculer Fn de x sur Fc de x. Qu'est-ce qu'on obtient? Fn de x, c'est 1 sur racine carrée de 2pi exponentielle de x carré sur 2 multiplié par pi facteur de 1 plus x carré. Donc c'est égal à quoi? C'est égal à pi sur racine de 2pi fois 1 plus x carré sur exponentielle de x carré sur 2. Très bien. On peut encore simplifier ça. C'est encore égal à racine de pi sur 2 fois 1 plus
x carré sur exponentielle x carré sur 2. D'accord? Ouais, j'espère que je n'ai pas écrit une bêtise. Oui, non, c'est bon. Ok. Donc, l'idée, c'est de comparer cette fraction-ci avec 1. D'accord? Comparer cette fraction avec 1. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que comment est-ce qu'on compare? Donc, je vais réécrire ici fn de x sur fc de x égale à racine carrée de pi sur 2 multiplié par 1 plus x carré sur exponentielle de x carré sur 2. Alors, on démontre que, on peut démontrer graphiquement que cette quantité-ci est plus grande que 1. D'accord? Elle est plus grande que 1. Ça demande que fn de x est plus grand que f c de x. Ça veut tout simplement dire que la, la courbe de la densité de la loi normale est au-dessus de celle de la loi de Cauchy. Très bien. Donc, on passe à la question B. La question B, c'est de dire est-ce que la loi de Z admet des moments? Bon, là, ça aussi, c'est... On va encore diviser notre feuille de travail. On va mettre une séparation. On va mettre un trait vertical. OK. Donc, question petit b. Question petit b, c'est est-ce que Z met-elle des moments? Ça, on va essayer de répondre à cette question. En d'autres termes, est-ce que l'espérance mathématique de x puissance k existe? Est-ce que ça existe? C'est ça la question. C'est-à-dire pour k allant de 1, 2, 3, ainsi de suite. Calculons d'abord l'espérance mathématique de x. L'espérance mathématique de x, c'est l'intégrale sur R de x fois fz de x dx qui est égal à l'intégrale sur R de x sur pi facteur de 1 plus x carré dx. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut remarquer? Il faut remarquer que la fonction qui a x associé x fois fz de x, c'est-à-dire x sur pi facteur de 1 plus x carré. Alors, cette fonction-ci est équivalente au voisinage de l'infini à la fonction 1 sur px. Pourquoi c'est équivalent à la fonction 1 sur px? Tout simplement parce que si vous calculez x, f de x divisé par 1 sur px, n'est-ce pas? La limite
quand x tend vers plus l'infini de ce ratio, ça va faire la limite. Quand x tend vers plus l'infini, ce ratio, ça va faire pi x carré sur pi facteur de 1 plus x carré. Cette limite-ci est égale à 1. C'est la raison pour laquelle on dit que cette fonction-ci est équivalente à celle-là au voisinage de plus l'infini. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? On sait aussi que la fonction, cette intégrale-ci, r sur 1, l'intégrale sur r de 1 sur pi x dx est une intégrale de qui? Intégrale de Riemann divergente. N'est-ce pas? Donc, on a donc que cette intégrale-ci est divergente et cette fonction est équivalente à celle-ci. Ceci implique donc que 1 sur pi x n'est pas intégrable. N'est pas intégrable sur R. D'accord? Ça implique aussi donc finalement que la fonction x fz de x n'est pas intégrable parce qu'elle est équivalente à une fonction qui n'est pas intégrable. Tout simplement. Ceci implique donc que e de z n'existe pas. D'accord? Pareil, si on calcule e de z au carré, bon, tout à l'heure on a parlé de x, en fait c'est z, hein. C'est z, c'est le moment de z. Partout là c'est z. E de z carré est égal à l'intégrale sur r de x carré fois f z de x dx qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré sur pi facteur de 1 plus x carré dx. On peut dire que c'est encore égal à l'intégrale sur r de 1 sur pi moins 1 sur pi facteur de 1 plus x carré dx. D'accord? Cette intégrale-ci tend vers plus l'infini. Lorsqu'on fait le calcul, ça veut tout simplement dire que e de z au carré n'existe pas. D'accord? E de z carré n'existe pas. Ça nous permet de dire que e de z puissance k n'existe pas. Car la fonction x puissance k fois fz de x qui est égal à x puissance k sur pi facteur de 1 plus x carré. C'est-à-dire ici, ça c'est pour k allant de 1, 2, 3, ainsi de suite. Cette fonction-ci n'est pas intégrable. Sur R. Donc, voilà pour la question petit b. Maintenant, on passe à la question petit c. Question petit c, qu'est-ce qu'on nous demande de faire?
Alors, petit c, on dit calculer la densité de la variable aléatoire U qui est égale à θ plus sigma z. Donc, on pose U égale à θ plus sigma z. D'accord? Avec θ qui est un nombre réel et U qui est plus grand que 0. On dit calculer la densité de U. Donc, pour calculer la densité de U, on va passer par la fonction de répartition. On va dire soit T un nombre réel. On va calculer la fonction de répartition de U. C'est égal à la probabilité que U soit inférieur ou égal à T. D'accord? Qui est égal à la probabilité que θ plus sigma Z soit inférieur ou égal à T. D'accord? Qui est égal à la probabilité que Z soit inférieur ou égal à T moins θ sur sigma. Vous voyez que c'est égal à la fonction de densité, la fonction de répartition en Z appliquée au point T moins θ sur sigma. D'accord? Donc, on vient de montrer que la fonction de répartition de U en T est égale à la fonction de répartition de Z en T moins θ sur sigma. D'accord? Si on passe donc aux dérivés, ça veut dire que la fonction de densité de U en T qui est égale à la dérivée partielle par rapport à T de la fonction de répartition de U en T est donc égale à quoi? La dérivée partielle par rapport à T de quoi? La fonction de répartition de Z en T moins θ sur sigma. Ça, c'est la composée de deux fonctions. Ça va être égal à 1 sur sigma. 1 sur sigma fois la fonction de densité de Z en T moins θ sur sigma. Vous voyez qu'on va trouver quoi? On va trouver 1 sur sigma multiplié par 1 sur pi facteur de 1 plus T moins θ sur sigma au carré. Donc voilà, on peut donc dire que FU de T qu'on cherche est égal à 1 sur sigma pi facteur de 1 plus, mettre entre crochets, alors on va mettre comme ceci, crochet 1 plus T moins θ sur sigma au carré. Donc voilà pour l'exercice 2. D'accord. Donc on passe à l'exercice 3. Exercice 3. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit, afin d'augmenter le nombre de personnes transportées, une compagnie aérienne vend plus de billets qu'elle n'a de place, en pariant sur les absences de certains de ses passagers. On suppose qu'avec une probabilité P, le passager ne se présente pas à l'embarquement. Notons N le nombre de places sur un vol et L le nombre de billets vendus pour ce même vol. La compagnie rembourse le billet si une personne présente à l'embarquement ne peut voyager à cause du surbooking. Le surbooking, c'est le fait qu'il y a plus de passagers que de places. On souhaite calculer L, n'est-ce pas, le nombre de billets à vendre, afin que la compagnie ne doit rembourser les passagers que dans 1% des cas. Donc, pose xi égale à 1
Si le passager se présente à l'embarquement est 0, sinon on supposera les variables xi indépendantes. On dit donner la loi de xi puis celle de SL. Donc là, on va passer, on va encore diviser notre tableau, notre feuille d'exercice. D'accord. Ok, donc on revient. Cet exercice, on va la faire ici. Donc, exercice 3. Ok, exercice 3. Donc, P, c'est la probabilité que le passager ne se présente pas à l'embarquement. D'accord? Donc, le passager ne se présente pas à l'embarquement. D'accord? N, c'est le nombre de places. Ce sont les données sur un vol. Et L, c'est le nombre de billets vendus pour le vol. Donc, par hypothèse, L est plus grand que N par hypothèse. C'est-à-dire qu'on vend plus de billets que de places, en espérant qu'il y ait des absents. Donc, on rembourse. Remboursement. S'il y a du surbooking. Donc, s'il y a plus de passagers que de places disponibles. Donc, on souhaite calculer L, n'est-ce pas, afin que la compagnie doit rembourser les passagers dans 1% des cas. Très bien. Dans la première question, on veut les lois des XI. XI, alors les XI suivent une loi de Bernoulli du paramètre 1 moins P. D'accord? Tout simplement. Loi de Bernoulli du paramètre 1 moins P. Puisque XI représente quoi? Si vous revenez, XI, on a dit XI c'est 1 si le passager se présente à l'embarquement et 0 sinon. Donc si le passager se présente, quelle est la probabilité que le passager se présente à l'embarquement? C'est égal à 1 moins la probabilité que le passager ne se présente pas, qui est égal à 1 moins P. D'accord? Donc c'est une loi de Bernoulli de paramètre 1 moins P. Maintenant, SL. SL qui est la somme de plusieurs lois de Bernoulli, n'est-ce pas? Qui est la somme de plusieurs lois de Bernoulli. Pour être plus précis, c'est la somme de n lois de Bernoulli. Ça va suivre une loi
binomial de paramètres L et quoi? 1 moins P, tout simplement. Tout simplement. D'accord? Alors, on passe à la question à la question 2. Que dit la question 2? Question 2. On dit, donner une expression littérale exacte en fonction de P et de L et de N, la probabilité que la compagnie soit obligée de rembourser. Alors, dans quelle situation la compagnie soit obligée de rembourser? Elle est obligée de rembourser si le nombre de passagers présents est plus grand que le nombre de places. D'accord? Donc, on va le dire ici. La compagnie est obligée de rembourser si le nombre de billets, n'est-ce pas, est supérieur au nombre de places. Donc, il s'agit de calculer ici la probabilité que SL, autant pour moi, soit plus grand strictement que N. D'accord? On sait que cette probabilité, c'est encore égal à 1 moins la probabilité que SL soit inférieur ou égal à N. Donc, ça va faire normalement 1 moins la probabilité que SL égale à 0 plus la probabilité que SL égale à 1 plus plus la probabilité que SL égale à N. D'accord? Donc, ça donne 1 moins la somme des P de SL égale à K allant de 0 à N. Tout simplement. On peut aussi dire que la probabilité que SL soit plus grand que N est égale à la probabilité que SL égale à N plus 1 plus la probabilité que SL égale à N plus 2 plus plus la probabilité que SL égale à L. D'accord? Donc, c'est égal à somme des probabilités que SL soit plus grand que, soit égal à K, n'est-ce pas? Avec K qui varie de combien? Qui varie de N plus 1 à L. Maintenant, on peut utiliser la formule du binôme de Newton. On peut dire que c'est égal à la somme des combinaisons de K dans L fois 1 moins P. La probabilité du succès puissance K, P puissance L au moins K. K allant de N plus 1 à L. De même ici, on peut dire que c'est 1 moins la somme K allant de 0 à N de combinaison de K dans L, 1 moins P puissance K et P puissance L au moins K.
Donc, voilà ce qu'on peut dire. Ensuite, l'autre question, question 3. OK. Par application du théorème central limite, donner une approximation de cette quantité en fonction de n, l, p et 1 moins p et la fonction de répartition f de la loi normale centrée réduite. Donc, la question 3, on veut une approximation. Une approximation en fonction de n, p, l, 1 moins p et la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Donc, pour faire ça, on sait que d'après le théorème central limite, SL, qui est une somme de variables indépendantes et identiquement distribuées, n'est-ce pas, suit normalement une loi normale de paramètres expérience mathématique de SL et de variance et des cas type racine carrée de variance de SL. C'est le théorème central limite, n'est-ce pas? Or, on sait que l'espérance mathématique de SL égale à combien? C'est égal à l'espérance mathématique de la somme des xi et allant de 1 à L qui est égal à la somme et allant de 1 à L autant pour moi, de l'espérance mathématique de xi. Alors, les xi suivent les lois de Bernoulli. Ça va faire L multiplié par 1 moins P, c'est-à-dire L fois Q. On sait aussi que la variance d'une loi binomiale, c'est LQ, LPQ. D'accord? D'où, on peut encore dire que d'après le TCL, on a SL moins NQ, LQ autant pour moi, moins LQ, tout divisé par racine de NPQ converge en loi, n'est-ce pas, de la loi normale centrée réduite. Très bien. Ce qui fait donc que la probabilité précédente, donc SL soit plus grand que N, n'est rien d'autre que la probabilité que SL moins LQ sur racine carrée de NPQ soit comment? Soit plus grand que N moins LQ sur racine carrée de NPQ qui est égal à 1 moins la probabilité que SL moins LQ sur racine carrée de NPQ soit inférieur ou égal à N moins LQ sur racine carrée de NPQ. D'accord? Ce qui n'est rien d'autre que 1 moins la fonction de répartition à la normale à N moins LQ sur racine carrée de NPQ. D'accord? Donc ça c'est la question qu'on nous demandait. Et à la dernière question, si on peut avoir l'énoncé, on déduit L où N égale à 100 et P égale à 0,2. Donc on donne N égale à 100 et P égale à 0,2. D'accord? On lui en déduit L. Il suffit de résoudre ici.
de résoudre l'équation 1 moins f de n moins lq sur racine carrée de npq, qui n'est rien d'autre que la probabilité que S, qu'on soit obligé de rembourser, donc que SL soit plus grand que N, et d'après l'hypothèse, on veut que ceci soit égal à 1%. D'accord? 1%. Ceci veut tout simplement dire que f de n moins lq sur racine carrée de npq est égal à 1 moins 1%, qui est égal à combien? 0,99. D'accord? Ceci veut tout simplement dire que n moins lq sur racine carrée de npq est le quantile d'ordre 0,99 que la loi normale centre réduite. D'accord, vous remplacez L, et P et Q. Vous remplacez, autant pour vous remplacer N, P et Q par leur valeur pour trouver, puisqu'on connaît N est connu, Q est connu, P est connu, c'est-à-dire quoi? On aura N pardon, on aura N égale à, on connaît N moins LQ est égal à Q 0,99 multiplié par racine carrée de NPQ. D'accord? NP et Q sont connus. Ça veut dire que LQ est égal à N moins le quantile d'ordre 0,99 racine carrée de NPQ. Ceci veut dire que L égale à N moins le quantile d'ordre 0,99 racine carrée de NPQ tout divisé par Q. Donc, vous faites ce calcul, vous trouvez le nombre de billets qu'il faut vendre. Donc voilà pour l'exercice 3. D'accord. Exercice 4. Exercice 4. Nous allons le faire ici. Exercice 4. Exercice 4. On dit X est une variable aléatoire réelle représentant la mesure d'un phénomène. Représentant la mesure d'un phénomène physique dans une unité donnée. On donne sa densité. G de X égale lambda exponentielle de moins lambda X. X est lambda positif. Or, le phénomène est en réalité partie entière de X. On pose Y égale la partie entière de X. Déterminer la loi de Y, son espérance et sa variance. Ok. Donc, exercice 4. Ils ont dit que la fonction de densité de X, c'était lambda exponentielle de moins lambda X. Pardon. Exponentielle de moins lambda X. Ok. Avec X positif et lambda positif. Ça veut dire que si X est négatif, G de X c'est 0. Ok. Première question. On dit opposer Y égale à partie entière de X. Donc on note comme ça. Bon, on évite cette notation parce qu'il y aura confusion avec l'espérance mathématique. On dit on veut la loi de Y. Très bien. Alors,
x d'oméga, l'univers image de x, c'est R étoile plus. D'accord? Parce qu'on a dit ici que x est positif. Ça veut dire que y d'oméga, c'est-à-dire les parties entières des nombres réels positifs, c'est égal à n. Très bien. Maintenant, soit k, un entier naturel, on va calculer p de y égale à k pour trouver la loi de y. On sait que c'est égal à p de partie entière de x égale à k. Ok, c'est égal, pour que la partie entière de x soit égale à k, il faut que x soit compris entre k et k plus 1. D'accord, là c'est simple. Et cette différence de probabilité, c'est égal à p de x inférieur à k plus 1 moins p de x inférieur à k. D'accord? Parce que la variable x est continue. Or, regardez ce qui se passe. P de x inférieur ou égal à a est égal à l'intégrale de 0 à a de lambda exponentielle de moins lambda x dx, ce qui est égal, la primitive sera fait moins exponentielle de moins lambda x 0 à a, ce qui va faire 1 moins exponentielle de moins ax. D'où p de y égale à k égale à combien? C'est égal à 1 moins, si on va aller directement, c'est en fait p de x plus petit que k plus 1 moins p de x plus petit que k, c'est égal à cette quantité-ci. D'après cette écriture, ça fait 1 moins exponentielle de moins k plus 1 x moins cette quantité à son tour, c'est 1 moins exponentielle de moins kx. Ça fait exponentielle de moins kx moins exponentielle de moins k plus 1x. D'accord, donc on peut dire que c'est encore égal à exponentielle de moins kx facteur de 1 moins exponentielle de moins x. Attention, 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 attention. Ici c'est lambda, pardon. K lambda, lambda, ici, là aussi, là, lambda, et là, lambda. D'accord, ok. Donc, voilà pour cette question. Bon, maintenant, on m'a demandé de calculer les moments. D'accord. Question. Oui, toujours la première question, calculer son espérance et sa variance. Donc, on est ici. Ok. Donc, on vient de trouver que y d'oméga égale à n et p de y égale à la probabilité que y prenne un entier k est égale à exponentielle de moins lambda k facteur de 1 moins exponentielle de moins lambda. Très bien. Maintenant, si on veut calculer
euh, espérance mathématique de y, c'est égal à quoi? C'est égal à, comme c'est une variable discrète, somme n allant de 0 à plus l'infini de n fois p de y égale à n. Ça va faire somme n allant de 0 à plus l'infini de n exponentielle de moins lambda n facteur de 1 moins exponentielle de moins lambda. D'accord? Ça va faire 1 moins exponentielle de moins lambda fois la somme n allant de 0 à plus l'infini de n exponentielle de moins lambda n. Ok? On peut, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que c'est encore égal à 1 moins exponentielle de moins lambda multiplié par la somme n allant de 0 à l'infini de n multiplié par l'exponentielle de moins lambda de 3 à la puissance n. D'accord? Et il y a une petite gymnastique à faire. C'est égal à 1 moins exponentielle de moins lambda tout multiplié par la somme n allant de 0 à l'infini de quoi? De n exponentielle de moins lambda fois l'exponentielle de moins lambda puissance n moins 1. D'accord? Donc c'est égal à 1 moins exponentielle de moins lambda tout multiplié par exponentielle de moins lambda somme, on va dire n allant de 1 à l'infini parce que pour n égale à 0 c'est 0 de n fois exponentielle de moins lambda puissance n moins 1. Très bien. À ce niveau, il faut faire une petite remarque. Petite remarque que je vais vous montrer ici. La somme des x puissance k, k allant de 0 à l'infini, est égale à quoi? C'est égal à 1 sur 1 moins x. Ça veut dire quoi? Si on dérive membre à membre, la dérivée de la somme de x puissance k, k allant de 0 à l'infini, est égale à la dérivée de 1 sur 1 moins x. D'accord? Ceci veut dire, cette dérivée ici, ça fait somme k allant de 1 à l'infini de kx puissance k moins 1 égale à la dérivée de celle-là, ça fait 1 sur 1 moins x au carré. D'accord? Donc, ceci veut dire que la somme n allant de 1 à l'infini de n exponentielle de moins lambda puissance n moins 1 est égale à 1 sur 1 moins exponentielle de moins lambda au carré. D'accord? En fin de compte, on a donc espérance mathématique de y égale, donc on va reprendre cette valeur, 1 moins exponentielle de moins lambda, 1 moins exponentielle de moins lambda fois exponentielle de moins lambda multiplié par la somme là qui est 1 sur 1 moins exponentielle de moins lambda au carré. Donc ça va faire exponentielle de moins lambda sur 1 moins exponentielle de moins lambda. Tout simplement. D'accord? Pareillement, pour calculer la variance de y, on sait que d'après la formule de Koenig, c'est e de y carré moins e de y au carré. Alors ceci est connu. D'accord? Donc on va donc calculer ce deuxième membre. E de y carré égale somme n allant de 0 à l'infini de n carré fois p de y égale à n. Donc si on fait la même gymnastique que tout à l'heure,
On peut d'abord dire que c'est égal à la somme n allant de 0 à l'infini de n carré moins n fois p de y égale à n plus n fois p de y égale à n. Donc, vous remarquez que ça va donner somme n allant de 0 à l'infini de n facteur de n moins 1 exponentielle de moins lambda n facteur de 1 moins exponentielle de moins lambda, n'est-ce pas, plus e de y, parce que ça, là, ça représente e de y lorsqu'on distribue la somme. Donc, c'est égal à 1 moins exponentielle de moins lambda fois exponentielle de moins 2 lambda fois la somme n allant de 1 à l'infini, d'accord, ou bien si vous voulez de 0 à l'infini, de n facteur de n moins 1 fois 1, pardon, multiplié par l'exponentielle de moins lambda puissance n moins 2 plus e de y. Ok, donc on va encore utiliser le même stratagème que tout à l'heure. Là, on va calculer la dérivée seconde de x puissance k. K allant de 0 à l'infini. Sa dérivée seconde est égale à la dérivée seconde de 1 sur 1 moins x. D'accord. Ceci veut dire quoi? Ça veut dire que cette dérivée seconde là, c'est la somme k allant de 2 à l'infini de k facteur de k moins 1 x puissance k moins 2, qui est égal à la dérivée de 1 sur 1 moins x carré, tout ça prime, ce qui est égal à, quand on calcule, vous trouvez 2 sur 1 moins x cube d'eau e de y carré est égal à quoi? On prend d'abord cette expression. 1 moins l'exponentielle de moins lambda multiplié par l'exponentielle de moins 2 lambda multiplié par 2 sur 1 moins exponentielle de moins lambda au cube. D'accord? Tout ça plus e de y. Donc, c'est égal à 2 exponentielle de moins 2 lambda. Quand on simplifie, ça fait 1 moins exponentielle de moins lambda au carré cette fois-ci, parce qu'on va simplifier un élément avec ça, plus e de y. E de y, c'est exponentielle de moins lambda sur 1 moins exponentielle de moins lambda. D'accord? Finalement, la variance de y qui est égale à e de y carré moins e de y au carré est égal à exponentielle de 2 exponentielle de moins 2 lambda divisé par 1 moins exponentielle de moins lambda au carré plus exponentielle de moins lambda sur 1 moins exponentielle de moins lambda. Donc, ces deux termes, c'est cela. D'accord? Maintenant, moins exponentielle de moins 2 lambda sur 1 moins exponentielle de moins lambda au carré.
ça c'est E de Y carré. Et ça là, c'est E de Y au carré. Donc, ça va donner, lorsqu'on va simplifier au même dénominateur, vous voyez, ceci et ceci vont se simplifier une fois. Il va rester exponentielle de moins 2 lambda sur 1 moins exponentielle de moins lambda au carré plus exponentielle de moins lambda sur 1 moins exponentielle de moins lambda. Donc, lorsqu'on va simplifier, on va trouver que ça va donner exponentielle de moins lambda sur 1 moins exponentielle de moins lambda au carré. Ça, c'est la variance de y. Très bien. Maintenant, la question qui suit, on dit, que dit lorsque la donnée observée est cette fois-ci l'entier le plus proche? Donc, ici, c'est la question B. Y, c'est l'entier le plus proche. Bon, ici, il y a une petite remarque qu'il fallait faire. Lorsque vous êtes dans l'intervalle n plus 1, si je prends un x quelque part ici, quel est l'entier le plus proche de x? Pour répondre à cette question, il y a une chose à faire, c'est de diviser votre intervalle en deux. Ici, on a n plus 1. Et ici, vous avez n, la moitié de cet intervalle, c'est quoi? C'est 2n plus 1 sur 2. A plus b sur 2. C'est la moitié. Vous voyez que si, et ça, ce n'est pas un entier. Si x est ici, l'entier le plus proche, c'est n. Par contre, si x est là, l'entier le plus proche, c'est n plus 1. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va poser y, l'entier le plus proche. Bon, y d'oméga, c'est toujours n. D'accord? Maintenant, vous allez remarquer que P de y égale à K est égal à... Pour que l'entier le plus proche de x soit égal à K, c'est égal à la probabilité que x soit compris entre K et qui. C'est-à-dire que si on a K ici et K plus 1, pour que l'entier le plus proche soit K, il faut que x soit compris entre K et le milieu de l'intervalle. Le milieu de l'intervalle, c'est K plus 1 plus K sur 2, c'est-à-dire 2K plus 1 sur 2. Là, il faut qu'il soit compris entre K et 2K plus 1 sur 2, tout simplement. Donc, ça va égaler la probabilité que x soit plus petit que 2K plus 1 sur 2 et moins la probabilité que x soit plus petit que K. D'accord? Donc, vous allez voir que ça va faire 1 moins, d'après la question précédente, exponentielle de K plus 1 sur 2 moins et lambda moins 1 moins exponentielle de moins K lambda. Donc, ça va faire exponentielle de moins K lambda moins exponentielle de moins K plus 1 demi lambda. On peut dire que c'est encore égal à exponentielle de moins
K lambda facteur de 1 moins exponentielle de moins lambda sur 2. Donc, voilà l'expression de P de y égale à k. Ça donne la loi de y. Donc, voilà.